Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette première session du congrès Construire l'histoire de l'art au prisme du canon. Comme on vous l'a rappelé dans l'introduction, l'enseignement de l'histoire de l'art comme discipline s'est largement forgé autour de ces catégories canoniques. Cette construction, bien entendu, n'est pas sans poser problème. Elle laisse de côté des œuvres considérées comme non emblématiques qui sont pourtant importantes pour la construction de notre discipline. Ainsi, l'étude des édifices gothiques se concentre principalement sur les grandes cathédrales, les grands édifices que nous voyons depuis le début de nos études, tout comme l'étude de l'art roman qui s'appuie sur un ensemble de références, lui aussi dites canoniques. C'est ce que nous allons vous montrer dans les deux premières communications présentées par Luca Labarbera, et ensuite Carline Enoch et Aymeric Rigaud. Oui, c'est bon. Et pour poursuivre, cette pratique de l'histoire de l'art, elle exclut de fait tout un pan de cette histoire. Certains objets ne rentrent pas dans ces catégories préexistantes, sont oubliés, et de la même manière, d'autres artistes sont exclus, sont éclipsés par l'historiographie. Et donc, c'est ce que nous allons voir dans une seconde partie de cette première session, après la pause, avec donc des communications qui interrogeront les conséquences de ces biais historiographiques. Claire Dupin de Bessa tentera de corriger en une vingtaine de minutes les angles morts du canon historiographique du XIXe siècle, au-delà de peintres que nous connaissons tous, Monet, Manet et Courbet. Et ensuite, pour clôturer cette première session, Apolline Gay abordera la question de l'art copte et du canon adopté par les historiens de l'art du XXe siècle pour étudier ces objets produits après la période pharaonique. Pour le déroulé des séances, nous allons écouter donc, la première partie de la session et nous engagerons la discussion à la suite des deux premières communications. Donc, nous ouvrons ce congrès avec une première communication présentée par Luca Labarbera qui s'intitule « Réflexion sur les références de l'architecture gothique en France au XIIe et XIIIe siècle ». Donc, pour présenter un petit peu Luca, il est doctorant depuis 2020 à l'Université de Strasbourg, sous les directions du professeur Marc-Karel Schur et Denise Borlé, qui est maîtresse de conférence à l'Université de Strasbourg. Ses recherches portent sur l'architecture gothique en Bourgogne, au milieu des XIIe siècle jusqu'à la fin du XIIIe siècle. Plus largement, ces champs d'études sont liés à l'histoire de l'architecture du Moyen-Âge centrale, et plus particulièrement à l'architecture gothique et son décor en France, en traitant bien sûr les questions de circulation, de transmission et d'adaptation des formes artistiques sur la période médiévale. Il cherche à montrer les apports existants entre l'architecture, le vitrail et la sculpture. Lucas, nous t'écoutons. Merci. Merci pour cette présentation. Je pense que tu as tout dit. L'architecture gothique, elle est généralement abordée par les historiens de l'art au travers d'édifices remarquables, majeurs et représentatifs d'un nouvel art de bâtir. L'un des exemples les plus emblématiques, les plus représentatifs, est certainement la cathédrale de Sens, parce qu'elle est systématiquement mentionnée dans les manuels d'histoire de l'architecture gothique. Et cette cathédrale, elle est considérée comme la première cathédrale gothique, et le rayonnement de son parti architectural marque alors l'essor de l'architecture gothique à partir du milieu du XIIe siècle en Île-de-France et dans les régions périphériques. Ce grand intérêt porté aux cathédrales en général, dans l'historiographie de l'art gothique, des XIIe, XIIIe siècles surtout, élève ces monuments au rang de modèles et de point de départ dans la création des formes et des techniques. Et cette réflexion, elle est encore aujourd'hui motivée par les grandes publications complètes et sérieuses réalisées sur les créations de premier ordre, souvent des cathédrales, mais aussi des abbatiales. Je peux vous citer par exemple Saint-Denis ou Vézelay. Or, l'examen et l'observation attentive des monuments qui sont contemporains à ces édifices références conduisent quelquefois à un constat différent, et c'est ce que j'aimerais vous montrer aujourd'hui.
L'hypothèse de la primeur d'un édifice hiérarchiquement moins important que la cathédrale pour l'intégration des formes gothiques vient d'un travail que j'ai effectué en master. Donc vous avez ici l'ancienne église collégiale Saint-Thomas de Strasbourg qui possède un massif de façade hérité des massifs occidentaux carolingiens et ottoniens qui connaissent encore un grand succès en Empire au XIIe siècle, notamment sur la rive gauche du Rhin, en Alsace. Mais la spécificité de ce massif de façade, il réside dans le traitement de son architecture, qui révèle des formes et des techniques employées sur le chantier du bras sud du transept de la cathédrale Notre-Dame, dans la même ville. Le plus représentatif de ces aspects est certainement ce tympan, seul vestige d'un portail monumental occidental démantelé au XIVe siècle lors d'un remaniement de l'édifice. Et on retrouve en effet sur ce tympan de l'église Saint-Thomas un vocabulaire esthétique et stylistique, un style antiquisant commun avec la sculpture du double portail du bras sud du transept de la cathédrale de Strasbourg, qui est situé par ailleurs, donc je vous le dis, à 500 mètres de la cathédrale, donc juste à côté, et dont la datation est généralement située autour de 1220-1230. L'analyse approfondie de l'architecture, du décor et des marques de tailleurs de pierre a révélé l'étroite relation qu'il a pu exister entre ces deux chantiers. C'est une comparaison qui était connue depuis longtemps, mais cette étude a permis finalement d'étayer cette ressemblance entre les deux édifices. Et c'était généralement à la cathédrale que revenait la primeur de l'intégration de ces premières formes gothiques en Empire, parce qu'il s'agissait du chantier le plus prestigieux du diocèse. Toutefois, se pose alors la question suivante, qu'est-ce qui a pu motiver les commanditaires de la cathédrale de Strasbourg, à savoir l'évêque et certainement le chapitre, à modifier en partie le programme initial de leur cathédrale en intégrant principalement des procédés architecturaux certainement venus du royaume de France, alors que ceux-ci n'étaient pas encore bien connus en Alsace, ici en terre d'Empire au XIIIe siècle. On peut penser certainement au déplacement des hommes, peut-être le déplacement d'un évêque strasbourgeois dans le royaume de France, qui aurait vu ces chantiers gothiques, Chartres, Reims, Paris, et qui par la suite aurait souhaité introduire une esthétique similaire pour sa cathédrale. Mais on peut tout aussi bien imaginer que des bâtisseurs venus des grands chantiers du royaume seraient venus travailler à Strasbourg, peut-être de simples itinérants à la recherche d'un travail et qui auraient proposé leur service. Auquel cas, rien n'exclut que ces ouvriers aient d'abord introduit ces formes à l'église Saint-Thomas de Strasbourg, église collégiale. Et ce qui plaide en faveur de cette hypothèse, c'est le fait que l'architecture de la façade de Saint-Thomas est homogène, alors qu'à la cathédrale, au bras sud du transept de la cathédrale, là où apparaissent les premières formes gothiques pour ce chantier, une observation attentive de l'architecture et du décor sculpté montre des césures, pas mal de repentirs qui sont bien visibles dans l'architecture, ce qui conduit à penser que le changement de système architectural fut plus brutal, ce qui aurait pu correspondre à l'arrivée d'une nouvelle équipe qui sut imposer ses idées aux commanditaires. Mais cela, ni l'architecture, ni les sources mises à disposition ne peuvent l'affirmer, toutefois rien ne l'interdit non plus. Le chantier cathédral, il devait être administré par des commanditaires qui exigeaient, à n'en pas douter, une main-d'œuvre expérimentée et compétente pour l'édifice le plus important du diocèse, une main-d'œuvre qu'ils connaissaient. Il est donc possible que les bâtisseurs, qu'ils ne connaissaient pas, devaient faire leur preuve, en quelque sorte. Et la reconstruction de cette église de Saint-Thomas, qui, je vous le répète, se situe à 500 mètres de la cathédrale, aurait pu servir de chantier relais dans l'intégration de ces nouveaux procédés architecturaux, où les ouvriers les plus qualifiés et les plus doués étaient repérés pour ensuite être recrutés sur ce chantier cathédral. Nous avons donc un édifice traditionnellement vu comme une référence, la cathédrale, et qui aurait possiblement été influencé par un chantier très voisin, une collégiale, laquelle n'est par ailleurs
pas n'importe quelle église, puisqu'il s'agit de l'église la plus importante du diocèse, juste après la cathédrale. Et dans ces deux cas du XIIIe siècle, Notre-Dame de Strasbourg, Saint-Thomas, le programme architectural n'en reste pas pour autant marqué par une esthétique locale, c'est-à-dire une architecture marquée par les grands ensembles romans de la fin du XIIe siècle en Empire, c'est-à-dire que l'intégration des procédés gothiques resta très ponctuelle par rapport à ces formes héritées de la période ottonienne. Et à ce titre, un phénomène similaire s'est déroulé en Bourgogne quelques décennies auparavant, vers le milieu du XIIe siècle. Et à cet égard, je vous montre ici l'élévation à 2 niveaux du vaisseau central de la nef de Pontigny à gauche, qui n'est pas sans évoquer l'élévation de la nef de l'abbatiale romane de la Madeleine de Vézelay, alors que le système de support et de voûtement sur croisée d'ogives pourrait faire écho à la cathédrale de Sens, qui se situe à quelques kilomètres au nord de Pontigny. Alors pourquoi la cathédrale de Sens ? Eh bien parce que c'est notamment ce système architectural-là, qui est un des plus représentatifs, je dirais, où l'on retrouve des chapiteaux latéraux tournés à 45 degrés, et ce pour mieux réceptionner les ogives qui sont à la diagonale sur le voûtement. Et l'adoption du voûtement d'ogives pour le vaisseau central de l'abbatiale de Pontigny, qui par ailleurs semble être parfaitement maîtrisé par son élancement, peut se situer dans les années 1150-1160, soit directement après la cathédrale de Sens. On a des commentaires similaires qui peuvent être faits sur l'architecture de la petite église Notre-Dame de Montréal, une collégiale castrale qui a été fondée par le sénéchal de Bourgogne, qui est un personnage relativement important sur le territoire bourguignon. Et on retrouve cette élévation spécifique dans la nef que vous avez ici à droite, à 2 niveaux, où dans la nef, seul le vaisseau central est couvert d'ogives, alors que les collatéraux sont voûtés d'arêtes, exactement comme à Pontigny. Et ce, pour respecter une hiérarchisation des espaces, sachant que le vaisseau central est plus important que les collatéraux. Le début de la construction de cette ancienne collégiale peut être contemporaine à l'adoption du voûtement d'ogives de Pontigny, soit dans les années 1150-1160. Cependant, on remarque dans les travées occidentales de la nef de cette collégiale de Montréal qu'une nouvelle tendance architecturale fut intégrée sur le chantier, avec un type de traitement différent de l'architecture, un traitement différent de la modénature, des supports, et aussi un décor sculpté différent qui fait référence à un décor sculpté d'édifices plus récents. On voit par exemple ici l'usage de chapiteaux à crochets côtelés assez ressemblant à ce qui se fait à la même période dans le bras sud du transept de la cathédrale de Laon ou alors dans la nef de la cathédrale de Noyon, mais aussi sur un chantier bien plus proche qui se trouve au sud-ouest à la Madeleine de Vézelay. Ici je vous ai mis un chapiteau de ce chantier, donc qui est le chevet de la Madeleine de Vézelay. C'est en effet au même moment où une nouvelle tendance architecturale apparaît sur le chantier de Montréal, qui est également lancé, ce chantier important du chevet de la Madeleine de Vézelay, selon un programme très inspiré des chantiers gothiques franciliens d'Île-de-France, notamment celui de Saint-Germain-des-Prés à Paris. Et la proximité de l'abbé commanditaire de Vézelay, qui s'appelait Guillaume de Mello, avec l'entourage du roi des Francs, pourrait expliquer l'intérêt de ces nouvelles formes en territoire bourguignon. En effet, on retrouve des formes qui sont semblables à celles que l'on retrouve dans des édifices commandités par des hommes proches du pouvoir royal. Et ce n'est pas la première fois que ces formes gothiques spécifiques sont adoptées en Bourgogne. On l'a vu par exemple pour Pontigny et Montréal, mais je peux également vous citer un autre petit édifice, qui est la chapelle Sainte-Croix de la Cordelle, qui a été fondée par un autre abbé de Vézelay, celui qui a précédé Guillaume de Mello, Ponce de Montboissier. Cette chapelle, elle se trouve en contrebas de la colline de Vézelay, donc vraiment proche du chantier de la Madeleine.
Et ce petit édifice, il a été fondé par l'abbé de Vézelay à la demande du roi des Francs, Louis VII, pour commémorer le prêche de Saint-Bernard pour la deuxième croisade en 1146. Nous sommes donc probablement dans les années 1150 pour la construction de cette petite chapelle, une quinzaine d'années avant la construction du chevet de l'abbatiale qui siège sur la colline. Donc les formes architecturales font cette fois-ci en partie référence à l'architecture gothique d'Île-de-France, notamment le chevet de Saint-Martin-des-Champs et l'église Saint-Pierre de Montmartre à Paris, construite dans les années 1130, et dont la commande n'est pas sans lien avec l'émergence du pouvoir royal. C'est donc une hypothèse, mais le choix du parti architectural pour cette petite chapelle de la Cordelle n'est certainement pas dû à un simple phénomène de mode, mais peut-être aussi à un désir de marquer dans l'architecture l'identité et le milieu social des acteurs de l'entreprise de construction, parmi lesquels on compte le roi des Francs. Et en lien avec cette esthétique de cette petite chapelle de la Cordelle, je vous propose également un autre édifice qui présente lui aussi des caractéristiques du premier art gothique en Bourgogne, qui est l'église paroissiale Saint-Pierre de Chablis, où je vous conseille d'aller puisqu'il y a donc un bon terroir. Seule la nef de ce petit édifice est parvenue jusqu'à nous. Et comme à Montréal et à Pontigny, le vaisseau central est couvert d'ogives alors que les collatéraux sont voûtés d'arêtes. Dans les parties occidentales de cette nef, on retrouve aussi, ce que je vous ai mis en bas de la diapositive, des chapiteaux à une ou deux rangées de crochets côtelés bien saillants et qui ornent le support des parties occidentales de la nef. Et ce type de décor est un type qui est largement employé, je vous l'ai dit, dans le chœur de la Madeleine de Vézelay ou à Notre-Dame de Montréal. Nous avons donc, je vais essayer de remettre de l'ordre dans tous les exemples que je vous ai proposés, une série d'édifices charnières dans le nord de la Bourgogne, construits entre environ 1150 et 1180, et qui participèrent à ce mécanisme de transition complexe entre architecture romane et architecture gothique. Je grossis le trait. On pourrait alors être tenté de se poser la question de la place exacte de ces chantiers dans la chronologie. Lequel a été le premier, quelle est la référence, quel est le modèle. C'est une question épineuse et au vu des sources, il est pratiquement impossible de le savoir et il est pratiquement impossible de trancher et souvent l'analyse du monument ne suffit pas. Étant donné que nous sommes dans une impasse, il faut concevoir différemment ces données. Nous avons donc de nouvelles formes, non seulement grâce à l'important chantier de la Madeleine de Vézelay, mais aussi grâce à des chantiers plus modestes, notamment des collégiales et des paroissiales, qui sont contemporains à ce chantier de Vézelay. C'est grâce à ces édifices que se développent plus largement les formes gothiques, notamment en territoire bourguignon, comme en témoignent les chevets de l'église collégiale Saint-Martin de Chablis, que vous avez tout à droite, et le chevet de l'abbatiale de Contigny, qui a été reconstruit dans les années 1180 et que vous retrouvez au centre de la diapositive. Et c'est dans ces édifices que l'on voit que les bâtisseurs ont rompu plus largement avec les références locales romanes, pour une architecture plus élancée et dynamique. Et cette tendance architecturale, elle connut un grand essor à la charnière des XIIe et XIIIe siècles, puisqu'un grand nombre d'édifices de la région d'Auxerre sont reconstruits selon cette tendance architecturale. Vous pouvez le voir sur cette carte. Tout cela pour vous dire que tout était finalement réuni au début du XIIIe siècle pour ériger de grands édifices gothiques et notamment des cathédrales. Ce qui permet de faire la transition avec ma dernière partie sur les sources architecturales de la cathédrale d'Auxerre. Donc, cas exceptionnel pour le Moyen-Âge, la construction de la cathédrale d'Auxerre est rapportée par deux textes, plus ou moins contemporains à la construction, c'est-à-dire environ 1215. Le premier texte, je voulais te projeter ici, il justifie la reconstruction de la cathédrale qui était vétuste et peu lumineuse. Mais il nous renseigne également sur le fait que la principale motivation qui a conduit à reconstruire l'édifice, c'est l'esthétique. À cet égard, je vous lis la première phrase de ce texte.
À la même époque, vers 1215 donc, la dévotion des peuples réclamait un peu partout, avec ferveur, de nouvelles constructions d'églises. Alors là, l'auteur avait traduit nouvelles constructions d'églises par style. Alors la notion de style est un petit peu ambiguë, surtout pour un texte du XIIIe siècle, donc il valait mieux plutôt choisir la traduction de nouvelles constructions d'églises. Et en lisant cette phrase, on peut penser que les références de la cathédrale d'Auxerre auraient pu être des chantiers de grandes cathédrales de la charnière des XIIe, XIIIe siècles, Sens, Chartres, Troyes, Lyon. Mais comme je vous l'ai dit précédemment, de nombreuses églises de la région d'Auxerre avaient été reconstruites durant la même période, notamment celles des 2 abbayes les plus importantes de la région, à savoir Pontigny et Vézelay. Et c'est cela qui motiva assurément la reconstruction de la cathédrale d'Auxerre selon un style semblable à ces édifices. En outre, avant la construction de cette cathédrale d'Auxerre, nous avons des églises collégiales dont les collèges de chanoines ont été fondés par les évêques d'Auxerre et de Nevers, qui sont reconstruites à partir de la toute fin du XIIIe siècle. Je vous ai mis ici au centre la collégiale Saint-Marcel de Prémery et à droite Saint-Pierre d'Apoigny qui est un petit peu plus récente dans les années 1210 que l'on peut situer avant la construction de la cathédrale d'Auxerre. Et ces églises, elles présentent un parti architectural particulièrement original parce qu'il s'inspire de cette tendance architecturale des années 1170-1180, tout en intégrant toujours des nouveautés et des inventions propres à chaque chantier, inventions rendues possibles grâce à la maîtrise de ce nouvel art de bâtir. On pourrait même penser que la construction de ces collégiales aurait pu tenir lieu de chantiers expérimentaux où de nouveaux procédés architecturaux étaient conçus, au regard de la création architecturale française, bien évidemment. Il ne faut pas oublier que malgré l'attrait de ces édifices pour les créations locales, leur programme architecturaux est tout de même marqué par une vaste connaissance d'édifices plus lointains. Finalement, ces édifices auraient pu être des édifices références pour la cathédrale, pour l'église mère du diocèse. En revanche, si l'architecture du chevet de la cathédrale d'Auxerre s'est inspirée des créations locales, en plus d'édifices plus lointains, force est de constater que son architecture n'en reste pas moins originale. C'est en effet l'agrégation de tous les systèmes architecturaux employés pour concevoir le parti architectural qui font du cœur de la cathédrale d'Auxerre une synthèse originale, exactement comme l'a démontré une analyse récente de l'architecture de la cathédrale de Chartres. Donc finalement, rien n'a été inventé, mais les formules architecturales employées à Auxerre restent tout de même inédites, donc c'est cette agrégation de systèmes architecturaux, et qui montre finalement la grande connaissance qu'avait le maître de la cathédrale lorsqu'il construit cet édifice. C'est également une synthèse audacieuse par l'emploi généralisé du mur épais et vidé et des supports en délit qui sont connus depuis le chantier de la cathédrale de Laon à partir des années 1150, que le maître d'œuvre semble avoir poussé jusqu'à ses limites techniques. Pour conclure, je dirais que pour mieux appréhender l'architecture de l'époque gothique, notamment des XIIe, XIIIe siècles, il est important de regarder l'intégralité du paysage architectural, comprenant non seulement des cathédrales et des bases abbatiales, mais aussi des édifices plus modestes, comme des collégiales, des priorales, des paroissiales, même si celles-ci sont moins importantes dans leur dimension et parfois moins remarquables dans leur conception. Quand je dis regarder, c'est plutôt mieux considérer parce qu'on se rend compte que l'invention n'est pas seulement le fruit de l'expérimentation des grandes cathédrales, mais aussi celui des édifices plus modestes qui avaient les moyens d'intégrer et de développer de nouveaux systèmes architecturaux. Les mécanismes d'intégration et de développement des formes et des techniques s'avérant être plus complexes qu'on ne l'a pensé. Il n'y a pas de scénario type si vous préférez. Il faut donc prendre en compte toutes les créations architecturales. J'ai bientôt fini.
Évidemment, je ne remets pas en question l'influence de la cathédrale sur les autres églises de son diocèse, puisque c'est un phénomène qui semble avoir existé, et évidemment que la cathédrale joua le rôle de modèle pour son architecture admirable. En revanche, la conception de l'architecture d'une cathédrale repose également sur des références, lesquelles ne sont pas uniquement d'autres cathédrales, mais aussi des édifices plus modestes à proximité et qui ont marqué le paysage architectural. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup, Lucas, pour ta présentation. Nous allons passer à la seconde communication. Donc, dans cette même optique, un petit peu de remise en question, entre guillemets, des références qui sont dites canoniques de la période médiévale, sur lesquelles, bien sûr, nous ne tarissons pas d'éloges, puisque, comme je l'expliquais tout à l'heure, depuis maintenant des décennies, des siècles, nous célébrons cette production monumentale médiévale que nous étudions pour ces formes canoniques. Donc nous allons désormais écouter la seconde intervention à deux voix cette fois-ci, où Caroline Enoch et Aymeric Rigaud vont vous présenter la communication suivante, le canon dans la création artistique romane, une notion pertinente. Donc, Caroline Enoch est doctorante en histoire de l'art médiéval à l'université de Toulouse-Jean Jaurès, sous la codirection des professeurs Kitrikas à l'université de Toulouse et Cécile Voyer à l'université de Poitiers. Donc, après un master recherche portant sur la peinture murale médiévale de Durham en Angleterre, elle étudie en thèse les peintures murales de l'Empire plantagenet dans la seconde moitié du XIIe siècle. Elle cherche notamment à comprendre comment ces œuvres participaient de l'expression et de la définition du pouvoir plantagenet selon quelques modalités et quelle modalité et quelle efficacité dans les œuvres. Aymeric, quant à lui, est doctorant en histoire de l'art médiéval sous les directions des professeurs Nelly Puzzomi à l'université de Toulouse et Cécile Voyer à l'université de Poitiers. Ses recherches de doctorat s'inscrivent lui aussi dans la continuité de ses travaux de master sur l'élaboration et la fonction des images vétérotestamentaires romaines. Il étudie actuellement l'iconographie occidentale du martyre de Saint Jean-Baptiste entre les 9e et 13e siècles sur des supports tant monumentaux que mobiliers et manuscrits. Ses recherches, notamment focalisées sur l'espace franco-espagnol, se concentrent également sur l'importance de l'héritage antique et du passage de cette représentation à l'échelle monumentale autour de l'an 1000. Il est aussi membre correspondant de la Société archéologique du Midi de la France depuis octobre 2018. J'espère ne pas avoir été trop longue avec ces deux présentations et je vous laisse la parole. Merci. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je tenais d'abord à remercier l'ensemble des organisateurs et organisatrices du congrès, le personnel de l'INHA pour son accueil, et puis ma collègue pour cette communication à deux voix. Je crois que c'est la seule du congrès, il me semble. Autant en profiter. À l'occasion de journées d'études organisées ici même en 2006 et 2008, les organisateurs et participants s'étaient posé la question suivante. Le programme, iconographique ou architectural, est-il une notion pertinente en histoire de l'art médiéval ? Ils avaient alors exprimé aussi bien leur enthousiasme que leur réticence face à l'utilisation fréquente du terme de programme. Pour sa part, la notion de canon, distincte de la précédente, est un peu moins utilisée par les médiévistes. Nous nous permettrons néanmoins de reprendre les termes de la question posée par nos prédécesseurs pour formuler la nôtre aujourd'hui. La notion de canon est-elle, elle aussi, pertinente en histoire de l'art médiéval ? Nous tenterons d'y répondre en nous focalisant sur la création artistique au Moyen-Âge central, autrement dit sur ce qu'on appelle communément l'art roman, là aussi avec des guillemets, c'est-à-dire le style diffusé dans l'architecture et les arts figurés en Occident entre les 11e et 13e siècles environ. À cette époque, le terme de canon correspond à plusieurs acceptions. Alors que le canon biblique désigne un corpus de textes judéo-chrétiens considérés comme fondamentaux, le canon de la messe renvoie à la partie centrale de la cérémonie. Sur le plan artistique ou esthétique sur lequel nous nous situons, le canon peut être défini comme l'ensemble des règles qui fixent le beau, là aussi avec des guillemets, de référence, et qui doivent donc, ces règles, être respectées afin de l'atteindre. Dans la pratique matérielle, le canon a connu plusieurs modalités, plusieurs visages. Cela peut avoir été la constitution d'un corpus d'œuvres clés, ce qui, soit dit en passant, a aussi été le cas dans la construction de notre discipline au XIXe et XXe siècle. Le terme de canon peut également renvoyer au respect de proportions précises dans la représentation de l'anatomie ou de l'espace. C'est d'ailleurs dans ce sens qu'il est le plus souvent accepté,
probablement par vous d'ailleurs, puisque c'est celui qui a prévalu dans l'art de l'Antiquité, on pense au canon de Polyclète ou de Lysippe, et dans sa réactivation à l'époque moderne. Les médiévaux, de leur côté, ont connaissance de ces canons à l'antique. Par exemple, dans la Mappae Clavicula, un recueil de recettes artistiques surtout compilé entre les 9e et 12e siècles, un extrait du De Architectura de Vitruve, consacré justement au canon de Polyclète, a été glissé entre 2 recettes de métallurgie et de teinture. Mais il semble toutefois que cette pratique précise du canon à l'antique, soit restée très secondaire pour les médiévaux, pour qui la beauté ne passe donc pas en priorité par le respect de proportions techniques fixées au préalable. Pour continuer l'enquête, on pourrait consulter les sources textuelles contemporaines des œuvres qui nous occupent. Ainsi, pour Théophilus, moine allemand du début du XIIe siècle et auteur d'un traité artistique, la beauté peut être atteinte par le biais d'une création aussi bien variée, coordonnée et mesurée. Mais là non plus, ce traité ne doit pas être considéré comme une recette universelle, d'autant qu'on ignore la diffusion précise de ce traité, de ce texte, auprès des artistes et de leurs commanditaires. Pour pallier aux carences des sources textuelles sur ce point, on se propose donc, tous les deux, de partir de l'étude des œuvres mêmes, en l'occurrence de 2 images ou ensembles d'images romanes présentes dans nos corpus de thèse respectifs. Pour ma part, un chapiteau sculpté de Toulouse dans le midi de la France, et pour Carline, des peintures murales de Siréna en Catalogne. Ces 2 œuvres sont extraordinaires sur bien des aspects. D'une part, contrairement à une majorité d'œuvres monumentales romanes encore conservées in situ, elles ont été déposées dans des musées, donc décontextualisées. C'est en partie cette muséification qui en a fait des chefs-d'œuvre, là aussi avec des guillemets, d'un point de vue historiographique. Mais d'autre part, si l'on remonte au Moyen-Âge central qui va nous occuper pour l'essentiel durant la communication, ces 2 œuvres présentent la particularité d'être déjà hors norme au temps de leur création, puis d'avoir défini une nouvelle norme. Bref, ce sont là 2 œuvres qui ont fait canon. Après en avoir abordé les différents régimes de canonicité, on pourra donc répondre à une autre série de questions. Pourquoi et comment une œuvre médiévale incarne-t-elle une certaine norme de beauté, et comment devient-elle dès lors une référence ? Notre première étude de cas portera donc sur l'un des nombreux chapiteaux sculptés que conserve la collection romane des Augustins, musée des Beaux-Arts de la ville de Toulouse. Sculptée sur 3 de ses faces, cette œuvre met en scène avec force détail le martyre de Saint Jean-Baptiste. De la danse de séduction de la princesse Salomé, donc tout à gauche, à la remise de la tête de Saint Jean-Baptiste à la reine Hérodiade, en passant par la décapitation, tout à droite, du saint. La corbeille, qui a perdu son tailloir d'origine, provient en fait de l'ancien cloître de la cathédrale Saint-Étienne de Toulouse. Un monument malheureusement démonté en intégralité à partir de 1799. Seul en subsiste une trentaine d'épitaphes, 8 grands reliefs et seulement 5 chapiteaux sur les 96 d'origine. Tous entrés au musée des Beaux-Arts, donc à partir de 1817. La datation de ces sculptures romanes, dépendante des autres chantiers de la ville, est encore sujette à débat. Certains la situent vers 1130-1140 environ, tandis que d'autres proposent de rehausser la chronologie vers 1110. Il ne nous appartient pas de trancher ce débat ici, et heureusement, et pour des raisons de simplicité, on retiendra donc le premier tiers du XIIe siècle. Au-delà de son histoire locale, le chapiteau de Saint Jean-Baptiste, de nombreuses fois reproduit, cité et exposé, est devenu l'une des sculptures romanes les plus connues dans une histoire de l'art occidental qui a longtemps privilégié les critères du figuratif et du mimétique. Marcel Aubert parle même à propos du chapiteau de, je cite, « un amour du réalisme ». Pour autant, et même si aucune mention du chapiteau n'est connue avant son entrée au musée, sorte de seconde naissance, il est possible d'émettre l'hypothèse que cette œuvre, dans le contexte tout à fait différent qu'il l'a vu naître, donc au XIIe siècle, et donc selon des critères eux aussi tout à fait autres, ait déjà pu bénéficier d'une forme d'autorité. Si le chapiteau de Saint Jean-Baptiste a autant fait couler d'encre, c'est aussi parce qu'il est attribué à un sculpteur et maître d'atelier dont le nom nous est connu, Gylabertus. Une situation non pas rare, mais suffisamment ponctuelle à l'échelle du millénaire médiéval pour qu'elle ait retenu l'attention d'une histoire de l'art souvent polarisée ailleurs, dans d'autres temporalités, sur les questions de signature et d'attribution. Dans notre cas, l'homme a laissé 2 signatures, donc vous les voyez à l'écran, 2 signatures sur des reliefs qui, comme souvent, ne permettent pas de connaître sa responsabilité précise dans le chantier du cloître, probablement partagé avec les chanoines commanditaires, mais qui signale une personnalité artistique qu'il est possible de situer par l'analyse de ses œuvres entre normes et innovation. La norme, en ce début de XIIe siècle à Toulouse, est alors définie par le grand chantier voisin de l'église de Saint-Cernin. Dans la sculpture des chapiteaux comme dans celle des portails, tout est solennité, monumentalité et référence à l'Antiquité. La grande sculpture sur marbre est relancée, les thèmes représentés puisent largement dans le répertoire paléochrétien, et même l'architecture qui les accueille s'inspire de celle de la Rome des premiers siècles.
Ce classicisme rend visible les ambitions des moines de Saint-Cernin, acquis aux nouvelles idées de la réforme grégorienne et désireux d'affirmer la légitimité de leur institution par le lien tissé avec un passé prestigieux. À la cathédrale, quelques années plus tard, le contexte n'est pas fondamentalement si différent. Les évêques et leurs chanoines sont également des réformateurs convaincus, soucieux eux aussi d'affirmer le bien fondé de leur autorité. Mais à l'inverse, la traduction visuelle de ce projet, par Gilabertus et ses sculpteurs, s'inscrit pour une bonne part dans la rupture avec les canons de Saint-Cernin. Comme le prouve notamment l'étude du chapiteau que vous avez à l'écran, l'artiste propose un rapport nouveau à la fois au traitement du support et à l'art de la figuration. D'une part, le sculpteur semble se détourner presque complètement de la structure du chapiteau corinthien, pourtant si présente à Saint-Cernin, avec ses volutes d'angle et ses couronnes de feuillage. Ici, comme vous pouvez le constater, il accorde aux figures tout l'espace de la corbeille et les distribue même avec une certaine complexité par le dédoublement des personnages, notamment sur la face principale du chapiteau, et par la synchronicité des séquences, la synchronicité des actions. Gilabertus innove d'autre part par son traitement naturaliste des proportions, des expressions et du vêtement, rendu avec autant de finesse que de précision. Comme vous pouvez le constater, les figures sont moins trapues, leur gestuelle exprime une diversité de sentiments et les habits se remarquent par la richesse des plis et des broderies, comme si nous avions affaire non pas tant à des personnages bibliques, mais à des femmes et des hommes du XIIe siècle. Cette actualisation de la figuration tranche avec l'intemporalité de l'art de Saint-Cernin. Mais contrairement à ce qui a beaucoup été dit, le naturalisme des sculptures de la cathédrale reste stylisé et ne revêt donc pas un caractère documentaire ou archéologique. Les poses sont affectées, les plis très chargés et les habits anormalement luxueux. La préciosité des sculptures n'est donc pas gratuite et elle peut même correspondre, autant qu'il est possible d'en juger, aux enjeux que les commanditaires y placent. Alors que les moines de Saint-Cernin, en réactivant les traditions antiques, affirment toute l'ancienneté de leur institution, les chanoines de Saint-Étienne, par le choix d'une sculpture aussi bien naturaliste que luxueuse, adressent vraisemblablement une critique sociale au monde profane dont ils ont la charge pastorale. Gilabertus, le sculpteur, qui travaille pour eux, bouleverse certes les codes en donnant à voir un monde qui se rapproche du nôtre. Mais ce monde reste gangréné par le péché, c'est ce que montre justement le banquet, et les chanoines qui ne s'en sont extraits qu'en partie de ce monde y gardent un rôle central. Si, faute de source, il n'est pas vraiment possible de connaître les motivations exactes, force est de constater que les innovations apportées par Gilabertus et son atelier, bien que moins référenciées, moins antiquisantes que celles de Saint-Cernin, ont elles aussi fait référence. Ou pour le dire autrement, que cet art de la rupture a paradoxalement fini par lui aussi devenir canon. Cela se constate premièrement au sein même de l'atelier de l'artiste, dont les différents collaborateurs ont tenté de reproduire l'art complexe et raffiné. Par exemple, l'un de leurs chapiteaux à l'écran raconte l'histoire de Sainte Marie l'Égyptienne, une autre figure d'ermite, avec une même richesse et une même fluidité dans la composition du récit. Signalons tout de même que ces artistes secondaires, peut-être du fait de leur formation, ont parfois encore eu recours aux modèles de Saint-Cernin qui sont décidément incontournables localement. Mais la canonicité de l'art de Gilabertus se mesure également quand on sort de la Toulouse du début du XIIe siècle pour en apprécier la diffusion des normes dans le temps et l'espace. Par exemple, la célèbre statue de la Vierge à l'Enfant du cloître de la cathédrale de Solsona en Catalogne, bien que sculptée à la fin du XIIe siècle, donc quasiment un siècle après le chapiteau, est habillée d'un vêtement tout aussi dense et précieux que ceux des personnages du banquet d'Hérode toulousain. Et quand, un siècle après la réalisation du chapiteau de Toulouse, les chanoines de la cathédrale de Gênes, cette fois en Italie, firent représenter la même histoire sur la cuve d'un sarcophage reliquaire, il semble qu'ils se soient encore tournés vers cette œuvre peut-être déjà fameuse. Les auteurs de ce monument sont aujourd'hui considérés comme d'origine ou d'influence française. Le traitement de la scène est tout aussi recherché, les attitudes sont précieuses, les détails nombreux, et certains des procédés narratifs à l'identique, en particulier le dédoublement des personnages. Le fait est que les sculpteurs de l'atelier de Gilabertus à Toulouse, en passant d'une tutelle à l'autre, et ceux de Gênes en faisant appel à une image pourtant vieille d'un siècle, s'inscrivent dans une pratique de l'art typiquement médiévale, celle de l'innovation par le renvoi à une autorité. C'est une logique que l'on observe également ailleurs dans le monde méridional, avec l'histoire des peintures murales de Siréna. Quant à moi, je vais vous parler d'un ensemble de peintures murales réalisées près d'un siècle plus tard, destinées à orner la salle capitulaire du monastère de Siréna en Aragon. Probablement réalisées entre 1188 et 1208, ces peintures sont absolument exceptionnelles. Elles se caractérisent par une grande qualité d'exécution et une grande préciosité des pigments et des matériaux employés. La qualité picturale des peintures est toujours visible, bien qu'elles aient été partiellement détruites au cours de l'incendie qui ravagea le monastère en 1936, au début de la guerre civile. L'ensemble est maintenant déposé au Musée national d'art de Catalogne, à Barcelone, où un fragment d'enduit peint témoigne de la polychromie originelle de l'ensemble, aujourd'hui considérablement altérée par l'incendie.
C'est pourquoi je vais m'appuyer pour cette présentation sur les photos en noir et blanc prises par Joseph Gudiol avant l'incendie. Les peintures représentent l'Ancien et le Nouveau Testament, dont les cycles sont respectivement déployés sur les écoinçons, les arcs-diaphragmes et les murs. Pour faire la jonction entre les deux, les ancêtres du Christ figurent sur les intrados des arcs. Le langage formel employé dans cet ensemble tranche complètement avec celui des autres peintures contemporaines conservées en Aragon et en Catalogne. La comparaison avec l'ensemble du château de Cardona montre bien le caractère novateur des peintures de Sirena. Elles sont si singulières que les premiers antiquaires qui entreprennent leur étude à partir de 1880 les datent du XIVe siècle, un tel degré de raffinement étant forcément incompatible avec le caractère soi-disant primitif des peintures dites romanes. Cette datation va tenir jusqu'au milieu du XXe siècle. Meyer Shapiro est le premier à la réviser en 1952 en situant, par des comparaisons stylistiques, leur création vers 1200. Je vais essayer de montrer en quoi les peintures de Sirena marquent une manière complètement nouvelle de peindre qui va influer sur le cours de la production artistique méridionale. Les études passées ont permis de dresser le cursus présumé de l'atelier qui a ici œuvré, ou tout du moins du maître qui a dû donner le ton d'ensemble. Les peintres qui ont travaillé à Sirena ont probablement été formés en Angleterre, puis ils auraient acquis une expérience de première main de l'art byzantin directement en Terre Sainte, avant de revenir en Angleterre où, formés à ces techniques orientales, ils produisent une petite révolution, avec des guillemets, dans les scriptoria de Winchester et de Canterbury. C'est cette synthèse entre tradition insulaire et art byzantin qui fonde le canon que consacrent les peintures de Sirena à l'échelle monumentale. Pour montrer comment ces peintures deviennent une référence, je vais me fonder, par souci d'efficacité, sur l'analyse seule de la représentation d'un des ancêtres, Naasson. Le type de visage ici choisi est caractéristique. Il puise ses sources de manière manifeste dans les mosaïques siciliennes de Cefalù et de la chapelle palatine de Palerme. La similarité est nette. Les yeux sont étirés en amande, la paupière supérieure est marquée, les sourcils allongés, les commissures des lèvres tombantes et confine au visage une réelle intensité psychologique. Les joues sont émaciées, ce creusement caractéristique est signifié par le tracé de la barbe. Le modelé pictural reprend celui des tesselles, l'arête du nez est dessinée par un réau, les cernes sont marquées, une ride plisse le front et forme comme une goutte entre les deux yeux. On retrouve ce type facial en Angleterre dans la Bible de Winchester ou dans le Grand Psautier de Canterbury. C'est pourquoi l'hypothèse a été posée, bien qu'une attribution catégorique soit difficilement possible, que le maître qui a œuvré à Sirena pourrait être l'un des artistes ayant participé à la décoration de l'un de ses manuscrits. Ce type de visage est utilisé de manière constante à Sirena, on le retrouve quasiment dans toutes les scènes, accessoirisé de coupes et de coiffes variées pour singulariser les personnages. La très grande régularité des visages pourrait même sous-entendre l'usage de carton. Ce canon va connaître un certain succès puisqu'on le retrouve dans les peintures de la chapelle privée du logis abbatial de Moissac en Occitanie. La graphie des visages des prophètes qui siègent sur la voûte est exactement similaire à celle des patriarches de Sirena. On retrouve le visage émacié, la ride en forme de goutte entre les yeux, les rayons clairs pour marquer le nez. Cet ensemble ne ressemble en rien aux peintures régionales contemporaines. Peut-être pourrait-on même reconnaître ici la main d'un des compagnons ayant œuvré à Sirena. Au niveau de la formule iconographique, Naasson est ici représenté en buste, avec son fils Salmon sur les genoux. Cette représentation d'un père à l'enfant se fonde sur les images de Siméon dans l'art comène tardif du milieu du XIIe siècle, elle-même basée sur le modèle de la Vierge Éléousa. Cette formule est extrêmement rare en Occident et les peintures de Sirena en sont l'une des seules occurrences conservées. Or, on retrouve cette composition dans la seconde Bible de Pampelune, aujourd'hui conservée à Augsbourg, où des couples père-fils sont représentés exactement comme à Sirena pour faire la jonction entre l'Ancien et le Nouveau Testament. On a suggéré que le dénommé maître A, en charge de ces folios, aurait travaillé sur le chantier de Sirena avant d'entamer la décoration de ce manuscrit entre 1199 et 1202. Les exemples que constituent Moissac et la Bible de Pampelune, et on pourrait citer d'autres exemples comme les peintures d'Artaïs ou d'Artarona, montrent donc que les peintures de Sirena ont pu servir de référence à la fois sur le plan de la figuration et de la composition. En ce sens, elles marquent une certaine évolution du goût artistique, un changement de mode pictural dans cet espace méridional à la fin du XIIe siècle. Mais pourquoi apprécie-t-on au point de la reprendre, cette nouvelle esthétique, en décalage avec les normes précédentes ? En réalité, je vais essayer de montrer que l'élaboration de ce nouveau langage formel répond à des intentions de type idéologique,
que partagent à la fois les commanditaires de Ciréna, ceux de la Bible de Pampelune et ceux des peintures de Moissac. Le commanditaire présumé des peintures de Ciréna est la reine Doña Sancha, épouse d'Alphonse II, roi d'Aragon, qui fonde le monastère en 1183. Ce lieu est consacré comme résidence des reines et nécropole royale et apparaît donc comme étroitement lié à la couronne d'Aragon sur un plan symbolique. En fait, l'expression formelle choisie pour le décor de la salle capitulaire est en parfaite adéquation avec les directives que se fixe le pouvoir aragonais à la fin du XIIe siècle. Sous Alphonse II, en effet, la royauté promeut, au sein de la péninsule ibérique, une politique d'expansion de la chrétienté sur les terres musulmanes. Elle s'allie pour cela à l'ordre des hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, dont Ciréna est l'un des tout premiers prieurés féminins. La référence à l'art comme naine tardif, perceptible dans le portrait de Naasson, mais aussi à bien d'autres endroits dans le décor, serait une évocation directe de la Terre Sainte et du combat croisé que les hospitaliers continuent à mener après leur départ d'Orient. À une échelle plus internationale, la couronne aragonaise multiplie les alliances dynastiques pour essayer de se projeter dans le bassin méditerranéen. La référence directe aux mosaïques siciliennes viserait à montrer que les rois d'Aragon, tout comme les rois normands de Sicile, sont légitimes à régner dans cet espace comme les dignes héritiers de l'Empire byzantin. La synthèse formelle opérée à Ciréna pourrait ainsi être vue comme un marqueur particulièrement efficace pour évoquer le pouvoir comme un signe de souveraineté. Peut-on penser que les commanditaires des peintures de Moissac et de la Bible de Pampelune partageaient cette conception ? Pour la deuxième Bible de Pampelune, l'hypothèse la plus probable est qu'elle aurait été commandée par la chancellerie de Sanche VII le Fort, roi de Navarre, sûrement à destination d'une femme de haut rang, étroitement liée à l'Aragon. Elle serait peut-être le cadeau que le roi offrirait à sa sœur, Doña Teresa, au moment de son mariage avec le roi Pierre II d'Aragon, ou alors celui qu'il destine à la reine Sancha d'Aragon. Quant aux peintures de Moissac, elles auraient été commandées par l'abbé lui-même, Bertrand, ou peut-être Robert de Lastide. On a suggéré que la reprise de la même graphie formelle que celle de Winchester et de Canterbury, par l'intermédiaire de Ciréna, serait une marque d'affiliation à la couronne anglaise des Plantagenets qui vient de prendre le pouvoir dans le Quercy. À l'issue de ces deux études de cas, la confrontation entre les deux œuvres qui nous ont occupés, datées de presque d'un siècle d'écart et élaborées dans des contextes très différents, nous permet de dégager quelques pistes de réflexion pour essayer de comprendre ce qui pouvait faire canon au XIIe siècle. Le premier constat que l'on peut poser, c'est que ces deux œuvres témoignent de la volonté de créer un écart avec ce qui se faisait jusque-là. Elles ne sont pas en rupture totale avec la tradition, ce serait antithétique avec l'idée même de création à l'époque médiévale qui se construit sur le principe de continuité. Mais, au sein de cette tradition, elles introduisent un élément nouveau. Comment expliquer cette volonté d'innovation ? Les deux études de cas mettent en évidence que les nouvelles solutions visuelles trouvées à Toulouse et à Ciréna sont efficaces dans leur matérialité comme dans leurs effets plastiques pour exprimer de nouvelles préoccupations. À Toulouse, le traitement naturaliste novateur de la scène semble apte à porter le discours des chanoines sur la société laïque contemporaine. À Ciréna, le ressourcement dans l'art byzantin semble efficace pour manifester une certaine vision politique impérialisante. L'élaboration d'une nouvelle norme semble donc s'expliquer, dans ces deux œuvres, par des raisons en partie idéologiques. Nous définissions en introduction le canon comme les règles de convenance qui fixent le beau de référence. Ce qui semble faire canon au XIIe siècle, ce sont donc les œuvres dont le langage formel est en adéquation avec ce que les commanditaires veulent exprimer et qui établit un rapport de convenance parfait entre le formel et l'idéal. Le deuxième constat à poser, c'est que des œuvres ultérieures font référence à ces canons en reprenant un élément formel précis qui est assimilé et recontextualisé dans une œuvre nouvelle. Sur un plan terminologique, nos deux œuvres ne sont pas des modèles qui sont strictement copiés, mais plutôt des œuvres sources qui font autorité, selon un processus de création qui se rapproche de la translatio studii, telle que définie par la rhétorique antique. Peut-on affirmer que ces reprises, en se plaçant dans la filiation de l'œuvre source, souscrivent pour autant à son contenu sémantique ? Les chanoines de Gênes, qui reprennent le canon de Gislabertus à Saint-Étienne, souhaitent-ils porter un regard sur la société qui les entoure, conformément à la conception des commanditaires originaux ? C'est là une question bien difficile, à laquelle il est impossible de répondre en l'absence d'éléments contextuels. Pour les peintures de Ciréna, les données historiques, qui ont fait l'objet d'études poussées depuis les 2 dernières décennies, permettent d'y voir plus clair. Si la prudence est de mise, les références que les peintures de Moissac et que la Bible de Pampelune font à Ciréna semblent indiquer que les commanditaires de ces deux œuvres partagent une culture commune dans cet espace méridional. C'est sur cette dernière idée que nous souhaitons ici conclure. En effet,
Le canon, qu'il est impossible de penser au Moyen-Âge comme une recette universelle, est bien réfléchir à l'échelle locale. Non pas locale au sens des écoles régionales qui ont fait couler tant d'encre au XIXe siècle, mais plutôt au sens d'air culturel. C'est-à-dire qu'un canon répond au goût, à l'œil esthétique qu'un groupe socialement, culturellement, géographiquement bien défini partage et qui entend par là imposer sa vision du monde et la place qu'ils y occupent. En somme, il apparaît qu'interroger la pertinence de la notion de canon revient à poser la question de la cohérence de certaines cultures visuelles particulières, ce que nous entreprenons tous les deux plus avant dans nos thèses respectives. Merci de votre attention. Je vous remercie tous les deux pour cette présentation qui était vraiment très intéressante et pour ce dialogue mis en place autour du chapiteau du banquet d'Hérode et des peintures murales de la salle capitulaire de Ciréna, qui montre bien le tournant pris justement par les médiévaux dans la production artistique, où on a des œuvres qui incarnent une certaine norme de beauté en adéquation avec les intentions ou les demandes des commanditaires. Okay. On va passer à la discussion du coup avant la pause. On a 2 micros à disposition. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont des questions. Moi, j'avais une question. Du coup, je me permets, si personne, je lance les hostilités. J'avais une question pour Lucas, qui est à laquelle, comment dire, tu ne pourras pas répondre, je pense, avec certitude. Mais en t'écoutant, je me suis posé la question quand on enseigne en fait l'histoire de l'art et notamment l'histoire de l'architecture, c'est vrai qu'on a tendance à mettre en avant les cathédrales en tant que modèle. Je pense qu'on fait tous un petit peu cette erreur de mettre ces édifices-là en avant pour montrer ce qui se faisait, mais on pourrait plutôt les prendre dans un autre sens en parlant d'édifices de synthèse, comme tu le disais, et mettre ça en place, plutôt dire voilà à quoi on a abouti au final. C'est ça ce que tu montrais à travers ton développement. Oui, c'est ça. Oui, tu as très bien résumé, ouais, c'est ça. Et du coup, on parlerait de référence ou de synthèse ? Ben là, on tendrait plus justement à parler de référence, de synthèse. Parce que c'est vrai que j'ai eu l'occasion aussi de donner quelques cours et effectivement, on va se rattacher aux cathédrales, surtout parce que c'est là où tout se retrouve. Oui. Et pour la pédagogie, c'est plus simple. Oui. Et parce que c'est aussi des édifices qui sont bien documentés dans le sens où on peut retrouver pas mal de clichés sur Internet, etc. Donc on va se rattacher effectivement à ces références-là. Mais là, l'idée, ce serait effectivement de dire peut-être aux étudiants que cette cathédrale, attention, donc effectivement, elle a eu un certain rayonnement dans son architecture, elle a marqué l'histoire de l'architecture, mais dire elle aussi elle s'attache à des références et qui sont des synthèses, en tout cas des formules qui ont été conçues par d'autres édifices et pas que des cathédrales. Donc oui, l'idée c'est vraiment de dire que c'est un programme de synthèse à un moment donné, puisqu'après ça va créer d'autres formules, d'autres synthèses. Merci. Je ne sais pas si d'autres personnes... Merci pour les 2 interventions. J'avais une question qui est peut-être un peu d'ordre méthodologique, mais j'ai remarqué que dans la première intervention, il y a pas mal de documents qui étaient issus du projet Mapping Gothic. Et donc, je me demandais, parce que disons, là, vous avez abordé tous les 3 la question du canon, disons, à partir de ce qui serait une histoire des formes. Donc d'un côté, plutôt, ce serait un canon du savoir, et pour vous, un canon historique, médiéval vraiment. Mais je me demandais, du coup, aujourd'hui, dans votre travail de reconfiguration des canons, ou en tout cas de la connaissance qu'on a des références, quelle est la place des bases de données et des outils de cartographie et de mise en commun des savoirs qui reposent sur le digital aujourd'hui? Cette question s'adresse à vous 3. Oui, alors effectivement,
Donc j'ai pas mal utilisé, enfin j'utilise beaucoup la base de données Mapping Gothic qui est en ligne, qui est très précieuse parce que elle répertorie un certain nombre d'édifices avec beaucoup de photographies. Mais bon, après, comme il n'y a pas tout, on est obligé de se déplacer et de faire le tour des églises. Et justement, puisque tu parles de base de données, donc j'utilise alors au lieu d'utiliser un fichier Excel, j'utilise une base de données via Eurist. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, c'est une base de données open source on peut générer en tout cas une base de données. Et étant donné que chez Arche, donc le laboratoire mon laboratoire auquel je suis affilié à Strasbourg, on a un ingénieur d'études qui nous parle beaucoup de ces bases de données Eurist, et donc il m'avait proposé de m'aider pour en faire une. Or, la base de données en tant que telle, je ne vais pas m'en servir je vais m'en servir plutôt comme appui à la recherche et pas pour générer des résultats, parce qu'on n'a pas le temps de développer la base de données pour faire un maximum de liens et que ça nous donne des résultats scientifiques. Donc cette base de données va m'aider à faire par exemple des nuages de points pour ensuite les basculer sur un logiciel de cartographie qui vont ensuite me permettre de mettre en lumière ce que je veux montrer pour ma thèse, notamment ces localisations de tendances artistiques, architecturales par la cartographie. Mais j'utilise plutôt, on va dire, les outils informatiques comme un appui, comme un outil, et pas comme vraiment quelque chose qui va générer des résultats pour la recherche, si j'ai répondu à la question. Pour ce qui est de l'étude des images, en fait, on a également des bases de données, peut-être que vous les connaissez, l'Index of Medieval Art par exemple, dont l'accès est permis justement par l'INHA, donc profitez-en. Et on a également la base en Luminure, par exemple, en France. Et là, pour le coup, c'est des bases de données qui ont vraiment permis d'éclater la connaissance depuis une vingtaine, trentaine d'années. Là où, justement, il y a 20, 30 ans, peut-être encore 40 ans, on va dire ça comme ça, fin des années 90, on avait encore une documentation assez ancienne et donc des bases de données, des études qui étaient assez réduites, en fait, depuis une vingtaine, trentaine d'années. Grâce à la sérialité des enquêtes, on peut avoir maintenant des bases de données d'images qui sont extrêmement denses. On ne pourra pas atteindre une exhaustivité puisque c'est impossible, mais on peut maintenant avoir des enquêtes qui sont extrêmement, beaucoup plus détaillées qu'auparavant, sur des supports très divers. Et la conséquence directe, c'est qu'on est beaucoup moins, même si, notre communication est un peu en contradiction avec ce que je vais dire, mais on est beaucoup moins axé sur des chefs-d'œuvre en fait. Aujourd'hui, en tout cas, on peut être beaucoup moins axé sur des chefs-d'œuvre. On peut avoir des bases de données et donc des enquêtes iconographiques qui sont extrêmement denses, extrêmement exhaustives, grâce justement à ces bases de données en ligne. Donc c'est en croisant ces bases de données états-uniennes, françaises, etc., qu'on peut aujourd'hui faire des enquêtes sérielles, comme le fait par exemple Jérôme Bachet depuis quelques années. Et simplement, peut-être pour compléter la réflexion sur l'usage de ces outils numériques pour réinterroger cette notion de canon, il y a les outils de visualisation de réseaux sociaux type Gephi, alors qui sont plus utilisés en histoire, qui permettent vraiment d'essayer de visualiser les relations entre les personnages, notamment par exemple pour les commanditaires, qui peut avoir aussi une application avec la cartographie. Et la question, c'est vraiment une question ouverte pour le coup que je lance, mais peut-être pourrait-on utiliser ces outils de visualisation-là pour essayer de mettre les œuvres en fait directement en réseau et de cette manière-là essayer d'utiliser ces outils-là comme des outils heuristiques. Donc c'est une piste ouverte que je lance peut-être. Est-ce qu'il y a d'autres... Je vais me permettre de aussi répondre à cette question. J'interviens juste après et pour le coup, j'utilise pas mal les bases de données pour le coup, plus pas simplement en tant qu'appui documentaire, mais aussi de façon heuristique. Et donc, il y a en effet toute cette question des réseaux qui ne sont pas simplement des réseaux sociaux, c'est-à-dire des réseaux entre personnes, mais qui peuvent être des réseaux entre personnes et institutions, entre personnes et objets, entre objets et objets. On peut tout à fait imaginer que le lien entre, par exemple, je ne sais pas moi, deux églises, ce soit typiquement les croisées d'ogives, des caractéristiques stylistiques ou techniques
hein, ça pourrait être fait. Il y a aussi toutes les questions d'analyse correspondance multiple. Enfin, on pourrait trouver toute une manière en fait de travailler sur des jeux de données qui, en effet, maintenant depuis une vingtaine, trentaine d'années, sont disponibles, permettent de sortir de cette fascination pour les chefs-d'œuvre et les génies, c'est-à-dire systématiquement, je sais pas moi, un corpus de 30 objets et de 30 artistes selon les périodes, et de commencer à un peu plus s'éclater et à voir non seulement qu'il y a autre chose, mais aussi quelle est la position de ces 30 noms et de ces 30 objets qu'on retrouve dans un champ plus éclaté. Donc il y a pas mal de possibilités là-dessus. Une autre question pour nos intervenants? Non. Je ne sais pas si... il est 11h10, on est censé reprendre normalement à 11h20, on va peut-être faire 10 minutes de pause avant de reprendre sur la seconde partie de la session. Donc on laisse les portes ouvertes normalement de l'amphi et on se retrouve à 11h20. Je vous remercie.